et bienvenue. Vous écoutez Sangor, une vie pour l'Afrique et la langue française, une série de francophonie sans frontières consacrée à Léopold Sédar Senghor à l'occasion du 20e anniversaire de son décès. Durant 6 épisodes, nous plongerons dans la riche existence de ce personnage phare de la francophonie, tout à la fois homme de lettres, chef d'État et citoyen engagé. Le voyage à travers son illustre parcours sera présenté par M. Anthony Glaise, agrégé de lettres classiques, grand admirateur de Léopold Sédar Senghor et de son œuvre. À sa voix viendra se joindre celle de James Osney pour la lecture des extraits de poésie et celle de Jean-Florentin Akbona pour la lecture des citations. Bonjour Monsieur Glaise. Bonjour Mélissa. Alors, l'épisode d'aujourd'hui, intitulé « Le royaume d'enfance », ouvre la série et abordera la jeunesse de Léopold Sédar Senghor. Sans plus tarder, entrons dans son univers. Monsieur Glaise, la parole est à vous. Merci. Alors aujourd'hui, nous sommes le 9 octobre 1906. Léopold Sédar Senghor naît à Joal, au Sénégal. Le Sénégal a vu au cours de son histoire passer de nombreux marchands et commerçants de multiples nationalités. Portugais d'abord, puis hollandais et français. Ce sont les Français qui fondent la première capitale, Saint-Louis, et jettent les bases d'une organisation politique unifiée qui devient en 1895 l'Afrique occidentale française, ou AOF, et regroupe entre autres les actuels Sénégal, Mali, Tchad, Mauritanie ou Niger. C'est dans ce contexte que naît Senghor. Léopold Sédar Senghor est le fils d'un commerçant catholique et polygame, Basile Diogoye Senghor, issu de l'aristocratie sérère, et de Nilan Diémé Bakoum, Nilan la douce, dans les poèmes de son fils. Tout comme son père, qui porte un prénom chrétien, Basile, et un prénom sérère, Diogoye, le lion, Senghor porte un prénom chrétien, Léopold, en souvenir d'un commerçant français proche de la famille, et un prénom sérère, Sédar, qu'on ne peut humilier. Le jeune Léopold passera à Joal les 7 premières années de son existence et sera essentiellement élevé par son oncle maternel, Wali Bakoum, dont il gardait les troupeaux. C'est dans cette activité qui a fait naître chez le futur poète une affection toute particulière pour les paysages de son enfance, comme il s'en explique lui-même dans la postface de son deuxième recueil éthiopique. Et puisqu'il faut m'expliquer sur mes poèmes, je confesserai que presque tous les êtres et choses qu'ils évoquent sont de mon canton. Quelques villages sérères, perdus parmi les tentes, les bois, les bolons et les champs. Il me suffit de les nommer pour revivre le royaume d'enfance. J'y ai vécu jadis avec les bergers et les paysans. Le grand mot est lâché. Joal, c'est le royaume d'enfance. L'Éden à nul autre pareil auquel se réfère toujours le poète président et auquel il consacre un poème sobrement intitulé Joal que nous allons écouter. Joal, je me rappelle les cignards à l'ombre verte des vérandas, les cignards aux yeux surréels comme un clair de lune sur la grève. Je me rappelle les fastes du couchant, où Kumba Ndofène voulait faire tailler son manteau royal. Je me rappelle les festins funèbres fumant du sang des troupeaux égorgés, du bruit des querelles, des rhapsodies des griots. Je me rappelle les voix païennes rythmant le totum ergo et les possessions et les palmes et les arcs de triomphe. Je me rappelle la danse des filles nubiles, les chœurs de lutte. Oh, la danse finale des jeunes hommes, bustes, penchés, élancés, et le pur cri d'amour des femmes corsigas. Je me rappelle
Je me rappelle, ma tête rythmant. Quelle marche lasse le long des jours d'Europe où parfois apparaît un jazz orphelin qui sanglote, sanglote, sanglote. Mais à ce paradis, Léopold sera arraché par son père, qui n'apprécie guère les longues promenades de son fils en pays sérère. Mon père me battait souvent. Le soir, me reprochant mes vagabondages, et il finit pour me punir et me dresser par m'envoyer à l'école des Blancs, au grand désespoir de ma mère, qui vituperait qu'à 7 ans, c'était trop tôt. C'est ainsi que Sangor se trouvera inscrit à l'école de Ngazobil, tenue par les pères spiritains, auprès desquels il apprend le français et la foi catholique. Attiré par la prêtrise, il poursuit logiquement ses études au séminaire Libermann, dirigé par la haute figure du père Lalouse, essentiel dans le parcours de notre poète. C'est en effet là, au contact des pères français, qu'il perçoit pour la première fois que l'Afrique possède une véritable culture, avec ses valeurs et ses principes. De tempérament frondeur, le jeune Léopold a le droit à une explication en règle avec le père Lalouse, qui lui dit que la vocation sacerdotale n'est pas pour lui parce qu'il n'a pas acquis la vertu d'obéissance. La mort dans l'âme. Le petit Sérère quitte donc le séminaire pour le lycée, d'où il partira par la suite pour Paris. C'est le lycée Louis-le-Grand et la Sorbonne qui l'attendent. Après de brillantes études de lettres, il obtient la nationalité française pour pouvoir obtenir l'agrégation de grammaire en 1935. Il se trouve ainsi nommé professeur à Tours et à Saint-Maur-des-Fossés, en région parisienne, où il enseigne jusqu'à la drôle de guerre en 1940. Et c'est à Louis le Grand que naît l'idée de négritude, non? C'est en effet là que se forment les amitiés et les amitiés décisives pour Sangor. Dans ce cadre éminemment studieux, il rencontre ceux qui seront peut-être ses deux plus proches amis. Georges Pompidou, futur président de la République française, et Aimé Césaire, jeune Martiniquais arrivé à Paris grâce à une bourse. Avec ce dernier et d'autres Noirs de Paris, parmi lesquels le poète guyanais Léon Gontran Damas, il fonde en 1934 la revue L'Étudiant noir, dans laquelle prendra forme le concept de négritude, capital pour comprendre l'œuvre sangorienne. Mais qu'est-ce que la négritude? Pour Sangor, Césaire, Damas et d'autres, il s'agit de revendiquer l'identité noire comme une identité à part entière, qui a une dignité égale à l'identité albo-européenne, comme l'appelait Sangor, dont le mépris à l'égard des cultures dites primitives a pu agacer nos jeunes intellectuels. Ma négritude est cruelle à la main. Cette parole de Sangor montre bien qu'il s'agissait de construire cette identité, de lui donner les armes pour se défendre. Pour reprendre les mots du poète tchadien Nimrod, la négritude n'est pas une idée raciste, elle est réintégration du nègre au sein de l'humain et au sein de cet humanisme-là qu'il en a exclu, l'humanisme occidental, une conviction en faveur de la conquête de soi et en faveur du triomphe rationaliste. Cet essentialisme militant voulait ainsi rejeter une certaine forme d'humanisme construite sur le règne sans partage du rationalisme et de l'ethnocentrisme européen. Et pourtant, cette négritude trouve ses sources chez Sangor, dans la pensée française. En effet, il trouvera son inspiration dans ce qu'il appelle la Révolution de 1889, référence évidente à la Grande Révolution, celle de 1789.
Cette date est retenue par Senghor parce qu'elle voit une révolution à la fois esthétique et philosophique, incarnée par deux œuvres fondamentales, Tête d'or de Paul Claudel, dont les partis pris poétiques séduisent Senghor, et L'essai sur les données immédiates de la conscience d'Henri Bergson, qui réhabilite la perception et l'intuition dans le processus de la connaissance. Ainsi, quand la révolution de 1789 avait procédé du rationalisme, et plus précisément du rationalisme encyclopédique, celle de 1889 revenait de ce postulat et redonnait toute sa place à l'intuition négligée par l'idéalisme des Lumières. La négritude senghorienne se construit donc avec les apports de la philosophie et de la poésie française, mais cherche à élaborer un humanisme alternatif qui prendrait le relais d'un certain humanisme albo-européen qui légitime la colonisation et qui, de ce fait, exclut l'étranger et particulièrement l'homme noir. De ce point de vue, la conférence que donne Senghor en septembre 1937 à la Chambre de commerce de Dakar est fondamentale. Premier agrégé africain, alors que l'élite coloniale s'attendait à un éloge en règle de la politique coloniale assimilationniste de la France, il exécute cette même politique en une phrase. La culture consiste à assimiler, non à être assimilé. Mais tout le monde pensait-il comme Senghor? Penser qu'il n'y aurait qu'une seule négritude serait se tromper. Il y en a eu autant que d'intellectuels s'en réclamant. Ainsi, lorsque Senghor est partisan d'une négritude culturelle fondée par et dans la métaphysique, en faisant ainsi un processus de construction, Césaire et Damas, eux, sont partisans d'une négritude de révolte, d'une négritude de rupture, davantage axée sur l'action politique et sociale. Cette différence se perçoit dans leur conception respective de l'art poétique. La langue poétique de Damas est pleine de violence, de rupture, tandis que celle de Senghor se caractérise par un déroulement serein du poème, un rythme régulier, une multiplicité des images. Mais de cela, nous parlerons la prochaine fois. Titre de la série Senghor, une vie pour l'Afrique et la langue française. Titre de l'épisode Le royaume d'enfance. Idée originale Anthony Glaise. À la narration Anthony Glaise. Lecture des poèmes et discours James Posney. Lecture des citations Jean-Florentin Agbona. Animation Mélissa Serrano. Musique originale Florent Cheminal. Réalisation Sophie Hamel Dufour. Une production Francophonie sans frontières 2021.